C'est à vous. Merci pour votre invitation. Vous m'avez demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles j'avais publié un certain nombre d'articles favorables à l'indexation des salaires sur les prix. Alors, deux mots pour situer le débat. Il est commode de comparer la situation actuelle à celle des années 70 pour introduire le débat. Parce que ce qui s'est passé au tournant des années 70-80 explique en grande partie pourquoi aujourd'hui beaucoup de responsables politiques ainsi qu'une grande partie de l'opinion ont intériorisé l'idée qu'il était impossible d'augmenter les salaires. Même si, dans les arguments électoraux, tout le monde, naturellement, même Bruno Le Maire, demande aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires. Donc il s'est passé vraiment quelque chose dans ce qu'on appelle le partage du gâteau au cœur des années 70. Je vous rappelle que ces années-là sont la queue de comète des Trente Glorieuses, pendant lesquelles un espèce de compromis que certains appellent le compromis fordiste avait stabilisé le partage salaire-profit autour de la norme 70-30, c'est-à-dire 70 pour les salaires et 30 pour les profits. C'est la norme de long terme qu'on observe entre, grosso modo, 50 et 70. Et ensuite, le partage salaire-profit se détériore au détriment des profits et en faveur des salaires, car après mai 68, il y a un rapport de force qui est extrêmement favorable au mouvement ouvrier. Nous sommes en plein emploi, situation dans laquelle les syndicats sont en position d'obtenir des augmentations de salaire importantes. Et les entreprises subissent à cette époque deux chocs. J'utilise le terme qui convient en macroéconomie mainstream. Deux chocs, un choc salarial et un choc énergétique, puisque par deux fois les prix du pétrole augmentent et les entreprises tentent de répercuter ces hausses sur les prix, mais le rapport de force étant très favorable aux syndicats, eh bien, les syndicats arrivent à obtenir des augmentations de salaire non seulement indexées sur l'inflation, mais en plus supérieures aux gains de productivité. Car pendant les Trente Glorieuses, la norme qui s'était implicitement imposée dans la négociation collective de branches en France et dans la plupart des pays occidentaux, c'était que, grosso modo, les syndicats et le patronat s'entendaient pour que les salaires augmentent au même rythme que l'inflation et les gains de productivité du secteur dit exposé, c'est-à-dire le secteur où la productivité est la plus forte, qui est le secteur exposé à la concurrence internationale. Grosso modo, on observe ça un petit peu partout, si bien qu'on avait dans les Trente Glorieuses une inflation rampante de 4%, de 2 à 4%, parce que les secteurs où les gains de productivité étaient faibles répercutaient les hausses de salaires qui excédaient leurs gains de productivité sur leurs prix. Par exemple, si vous avez, je reviens à mes 30 glorieux, si vous avez Renault, chez Renault, la CGT qui obtient une augmentation de salaire de 4%, mais que mon coiffeur, où les gains de productivité sont égaux à 0, subit une hausse du SMIC indexée sur le salaire moyen, il est obligé d'augmenter ses prix de 4%. Voilà. C'est grosso modo, pour que les gens comprennent, c'est comme ça que ça se passait. C'est pour ça qu'il y a eu une petite inflation de l'ordre de 4% pendant les 30 glorieuses. Mais globalement, il y avait une stabilité du partage salaire-profit, notamment dans le secteur industriel, parce qu'il y avait un compromis implicite, le fameux compromis dans la négociation collective qu'on a qualifié de compromis fordiste, qui consistait à redistribuer les gains de productivité sous forme d'augmentation de pouvoir d'achat. Et 4% d'augmentation du salaire réel, c'est 4% en plus de l'indexation des salaires sur le prix, 4% d'indexation, 4% de gains de pouvoir d'achat par an, c'est énorme à l'époque. Pendant les 30 glorieuses, vous multipliez ça par toute la période, par exemple sur 10 ans, c'est une hausse de 40% du salaire, et ça tire la consommation, ça tire la croissance, et d'où le bouclage à l'époque macroéconomique qui a tiré la croissance des Trente Glorieuses, qui a été écologiquement désastreuse, mais qui, sur un plan macroéconomique, a été relativement vertueux, comme disent
les macroéconomistes. Alors tout ça se dérègle dans les années 70 en raison d'un conflit sur la répartition des revenus, très précisément. À cause de la lutte des classes, tout simplement. La lutte des classes est favorable aux syndicats. Et les syndicats parviennent à obtenir plus que la norme acquise au cours des 30 Glorieuses. Et donc, naturellement, si les salaires augmentent plus vite que les prix et que la productivité, eh bien, vous avez un déplacement du partage salaire-profit au détriment des profits et en faveur des salaires, puisque le pic des salaires, c'est 1982 en France, où on a une part des salaires qui atteint 75%, pour des profits qui sont réduits à 25%. Hein. Donc, on a une forte augmentation de la part des salaires. C'est facile à comprendre. Hein. Ne serait-ce qu'après les accords de Grenelle, vous avez des salaires qui augmentent de 30%, puis après ça continue pendant toute la période des années 70. Alors le patronat réagit évidemment en augmentant les prix, hein, parce que les salaires augmentent, mais les entreprises essayent de répercuter ces hausses de salaire, ces hausses de prix, de salaire sur leurs prix, et s'enclenche ce que les économistes appellent aujourd'hui une boucle prix-salaire. D'où vient cette fameuse boucle prix-salaire? C'est ça, c'est le fait que les syndicats arrivaient à l'époque à obtenir plus que l'inflation et la productivité, et les entreprises réaugmentent les prix au-delà de ce qu'obtiennent les syndicats pour essayer de préserver leur marge. Mais le rapport de force étant défavorable au patronat, les syndicats arrivent à chaque fois à obtenir plus. D'où une boucle prix-salaire qui conduit les prix à un taux à deux chiffres. 14% en France au début des années 80, 20% aux États-Unis en 1978, qui était le pic avant que Reagan n'arrive au pouvoir. Et donc c'est cette boucle prix-salaire-là qui est pris comme référence dans l'inconscient collectif des macroéconomistes, lorsqu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont obsédés par le fait qu'une boucle prix-salaire ne doit surtout pas être enclenchée. C'est ça le cœur du débat. Et ils ont réussi à insinuer ça au cours de ces 40 dernières années dans l'esprit d'un certain nombre de membres des élites dirigeantes, même du côté des élites dites progressistes, hein, qui, rappelons-le, pendant les 30 Glorieuses, étaient quand même du côté de la planification, de la redistribution, de la sécurité sociale, du secteur public, etc. Les élites des 30 Glorieuses ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et pourtant elles sortent de la même école. Hein. L'inspection des finances, l'ENA, c'est celle qui a fourni les planificateurs des 30 Glorieuses. Et ceux-là ont changé de fusil d'épaule au cours de ces 40 dernières années. Alors, ce n'est pas uniquement en raison de cette sorte de boucle prix-salaire, c'est en grande partie parce qu'ils ont organisé les privatisations, qu'ils ont pantouflé dans les entreprises qu'ils ont privatisées et qu'ils ont été très consanguins avec les grandes familles, les banques et les fonds de pension qui ont pris les rênes du capitalisme français depuis les 3 vagues de privatisation. Mais bon, cette histoire de partage des revenus, elle est quand même au cœur du processus, parce que si vous n'avez pas le déplacement du partage salaire-revenu en faveur des profits qui suivra le tournant de la rigueur de 82, vous n'avez pas le capitalisme financier avec le redressement de la part des profits, et au sein de la part des profits, la part des dividendes qui devient majoritaire et qui alimente les revenus des actionnaires, et qui fait que vous avez des placements qui gonflent sur le marché action, ce qui fait monter le marché action, etc. quoi. Hein, mais vous ne pouvez avoir ça que si vous avez dans le partage salaire-profit la part du gâteau produite par les travailleurs qui est accaparée par les capitalistes. Hein. Bon, vous connaissez tout ça. Si on considère que l'origine du profit, c'est la plus-value engendrée par l'exploitation de la force de travail, il est facile de comprendre que si les capitalistes veulent engendrer une part croissante de cette valeur produite, eh bien, il faut déplacer le partage salaire-profit, d'où l'enjeu très précisément
de la politique salariale qui se met en place à partir de 1982, et pas seulement en France, puisque dans tous les pays occidentaux, et en particulier dans les pays européens, se développe l'idée que, bon, comme le disait à l'époque un ancien président de la République, la feuille de paie est l'ennemi de l'emploi. Cette idée-là est très vite développée au début des années 80 sur le plan idéologique par des économistes du mainstream chez les Américains, et tout ça est ensuite importé en France. Hein. Les économistes français l'ont fait. Là, je parle plus d'inspection des finances, je bascule dans le monde des économistes chercheurs universitaires. Bon, ils ont importé ce qui se disait chez les anglo-saxons, où la révolution idéologique avait été préparée par Friedman dès 1968 dans l'Association américaine d'économie. Alors, quelle est l'obsession de ces économistes? L'obsession de ces économistes, c'est le salaire, ce qu'ils appellent le salaire réel, c'est-à-dire le salaire comparé au prix, parce que dans leur esprit, l'économie converge spontanément vers un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre de plein emploi ou un équilibre avec du sous-emploi et du chômage, mais il y a une position d'équilibre de l'économie. Alors, Friedman appelait ça le taux de chômage naturel, et les économistes un petit peu plus réformistes appellent ça le taux de chômage d'équilibre. Un petit peu plus à gauche que Friedman appelle ça le taux de chômage d'équilibre. Bon, mais bref, je n'entre pas dans les détails parce que j'ai promis de ne pas être trop long. Mais le point commun, c'est quoi? C'est que le taux de chômage vers lequel tend l'économie, il est déterminé par le salaire réel, c'est-à-dire le salaire comparé au prix sur le long terme dans un pays. Et ce taux de chômage naturel ou d'équilibre, il se détériore mécaniquement si le salaire réel augmente. L'idée clé de la théorie dite néoclassique de l'emploi, c'est qu'il y a une relation inverse entre les salaires et l'emploi. Pourquoi? Parce que si l'on veut, dans cette théorie qui est dans l'inconscient de tous les économistes du mainstream, si l'on veut que l'économie crée des emplois, il faut baisser les salaires pour deux raisons. Parce que, premièrement, la productivité marginale est dite décroissante, c'est-à-dire la productivité du travailleur supplémentaire que vous embauchez est décroissante. Et donc, comme dans cette théorie, les entreprises maximisent leur profit, la règle de maximisation du profit, c'est que le salaire doit être égal à la productivité marginale. Donc, si on veut embaucher des gens, ils seront moins productifs, mais pour que les entreprises puissent préserver leur maximisation du profit, pour que le partage salaire-profit ne se détériore pas, il faut que le salaire réel s'ajuste à une productivité plus basse. Et donc, si on veut embaucher des gens, ils seront forcément moins productifs, parce que dans les hypothèses techniques admises dans ce qu'on appelle la fonction de production utilisée dans ces modèles, eh bien, lorsque vous remplacez une machine par un travailleur, eh bien, le travailleur, il est moins productif. Donc, il faut le payer moins, sinon on n'a pas intérêt à l'embaucher. Sinon, vous avez intérêt à le remplacer par une machine, quoi. Et vice-versa, si vous avez une machine, son efficacité sera moins forte, hein, c'est l'hypothèse d'une efficacité marginale décroissante aussi du côté du capital. Et donc, vous avez ces hypothèses techniques-là qui sont admises. Qui correspondent pas du tout à la réalité, parce que si vous prenez ces hypothèses-là, elles sont peut-être valables dans le secteur des services, mais si vous passez dans le domaine de la grande industrie, la productivité, elle n'est pas décroissante, elle est soit constante, soit il y a des rendements croissants. Hein, donc ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et pourtant, les économistes continuent à admettre l'idée que si on veut embaucher plus, il faut pouvoir réduire le coût du travail, parce que sinon, les entreprises n'ont pas intérêt à embaucher des travailleurs dont la productivité est plus faible, parce que ça ne leur permet pas de maximiser leur profit. Dans ce cas-là, il vaut mieux produire avec des machines. Bon, là, je résume à l'extrême, mais grosso modo, il y a cette idée, et il y a cette idée que si on détériore le partage salaire-profit, eh bien,
forcément, le taux de chômage d'équilibre de l'économie va augmenter. Alors, après, vous avez plusieurs variantes et plusieurs catégories d'économistes. Hein. Vous avez les plus libéraux qui, comme Friedman, disent si on veut réduire le taux de chômage naturel, il faut faire ce que Thatcher a fait, il faut s'attaquer aux syndicats, il faut que le salaire réel puisse baisser, donc il faut que le salaire puisse augmenter moins vite que les prix. Bon. Et puis vous avez la version que les socialistes de droite ont développée en France, hein, avec des économistes comme Gilles Berset, Pierre Canuck ou des gens comme ça, qui disent que bon, la déréglementation ça marche pas parce que le marché du travail il est fondamentalement imparfait, que les entreprises doivent motiver leurs salariés en leur versant des salaires quand même élevés, mais en versant des salaires plus élevés, eh bien, les travailleurs sont plus productifs, mais les entreprises ne peuvent pas recruter tout le monde, hein, puisque ceux qui ont une productivité plus faible ne peuvent pas être recrutés. Et donc, dans ce cas-là, si on veut les recruter, eh bien, l'État doit, dans ce cas-là, réduire le coût du travail en maintenant le salaire net pour motiver les salariés, mais en réduisant le coût du travail pour l'entreprise, en réduisant ce que les entrepreneurs appellent les charges sociales, qui est la partie socialisée du salaire, que eux considèrent comme une charge, et que les syndicats considèrent comme du salaire indirect. Bon, d'où le paquet qui a été mis sur les exonérations de cotisations sociales. Si vous prenez toute la politique entre guillemets industrielle de la France depuis 30 ou 40 ans, en particulier depuis 30 ans, elle est orientée intégralement autour des allègements de cotisations sociales patronales, hein, pour redresser le taux de marge, précisément. Hein, pour redresser le taux de marge. Alors, ça complète évidemment ce qui a été fait plus tôt, en l'occurrence la désindexation des salaires sur les prix en 82, puisqu'en 82, comme vous le savez, au moment du tournant de la rigueur, on a institué la désindexation des salaires sur les prix en donnant l'exemple dans le secteur public. Je n'entre pas dans les détails, mais vous demandez aux syndicalistes comment ça a marché. On a non plus indexé le point d'indice sur l'inflation constatée, mais sur l'inflation anticipée, en sous-estimant cette inflation-là, ce qui permettait de désindexer les salaires sur les prix, puisqu'il n'y avait pas de clause de revoyure à chaque fois. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait, et ça a provoqué ensuite un effet vitrine dans le secteur privé, où les syndicats, avec la montée du chômage, n'étaient pas en position d'obtenir plus. Donc c'est comme ça que, par la politique salariale du secteur public, ils ont impulsé la désindexation des salaires sur les prix dans le privé, dans un contexte où les syndicats n'étaient plus en mesure, n'étaient plus dans le rapport de force leur permettant d'obtenir ce qu'ils avaient obtenu au cours des années 70. Et ce, dans un contexte où la politique qui a été mise en place à partir de 82 a tué la croissance, a tué l'emploi, et a naturellement réduit le pouvoir de négociation des travailleurs. Et donc ensuite, cette parenthèse s'est élargie, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la stratégie de l'inspection des finances française, quel que soit le gouvernement, ça a été d'organiser la transition du capitalisme français vers un capitalisme de type financier. Hein. Le capitalisme français, je parlais de compromis fordiste, mais là il faut être beaucoup plus précis. Hein. La variante française, c'est que le capitalisme français, c'était un capitalisme d'État. C'était pas le capitalisme avec les bons managers qui négociaient avec les syndicalistes en leur octroyant la carotte des augmentations de salaire. Non, le capitalisme français, c'est un capitalisme qui, après la libération et la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance, parce que c'est ça qui se joue à la libération, c'est un capitalisme qui contient de nombreux îlots de socialisme. C'est un capitalisme d'État, c'est un capitalisme que le Parti communiste appelle même un capitalisme monopoliste d'État, qui contient ce que Bernard Friot appelle des éléments de socialisme déjà là, la sécurité sociale gérée par les syndicats, la planification à la française, les entreprises publiques, etc. La nationalisation du crédit, les circuits du Trésor en faveur des entreprises avec des prix bonifiés, etc. Hein, donc une économie mixte, mais fortement planifiée.
Et donc, ce qui se joue au tournant des années 80-90, c'est le détricotage de ce modèle. C'est le détricotage de ce modèle par l'inspection des finances elle-même, hein, qui organise très précisément le transfert du capital public de l'époque vers des intérêts privés. Alors avec une stratégie particulière, qui est une stratégie de noyau dur, hein, puisqu'il ne s'agissait pas de confier ça au capitalisme allemand, il s'agissait de confier ça aux grandes familles, aux grandes familles françaises, hein, qui avaient été plus ou moins dépossédées après la libération, certaines ayant été compromises dans la collaboration, quoi. Bon. Donc là, on a organisé des noyaux durs autour des grandes familles, des banques privatisées, des compagnies d'assurance, et puis on a complété le tout par des fonds de pension à qui on a donné la moitié du capital, mais comme ils étaient tous émiettés, ils avaient tous 1% du capital des entreprises françaises, ils n'étaient pas dangereux dans l'esprit des technocrates de l'époque, hein. Là, ils pensaient qu'avec 12% à 20% du capital confié à des noyaux durs composés des holdings familiales et des banques, ça suffirait pour que les bijoux de famille restent français, quoi. Jusqu'à ce que, bien, comme vous le savez, les grandes familles ont elles-mêmes été contaminées par la logique des fonds de pension anglo-saxons, et les capitalistes très paternalistes comme Bouygues lui-même ont fini par vendre tous les bijoux de famille, confère l'épisode Alstom aux Américains et aux Allemands, quoi. Bon. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse parce que c'est pas le sujet, mais c'est le contexte dans lequel s'installe un capitalisme où eh bien, la priorité des nouveaux actionnaire, c'est un partage du gâteau qui, sur le long terme, doit sanctuariser une nouvelle norme où on va au-delà du 70-30. Hein, j'ai dit tout à l'heure qu'on était à 75-25 en 82. On est très vite revenu 8 ans plus tard, en l'espace de 7-8 ans, on est revenu pour les profits au-dessus de la norme des 30%, hein, puisque le taux de marge se stabilise très rapidement au début des années 90 autour de 32-33%. Et il s'est stabilisé ensuite autour de 32-33%. Et aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a atteint un pic historique en 2021 de 35,8%. Le taux de marge, hein. Fin décembre, le dernier chiffre qu'on a. Et donc ça doit être sanctuarisé par des politiques d'abaissement du coût du travail, le CICE, sa pérennisation, le fait que les syndicats ne doivent pas être gourmands dans les négociations, etc. etc. Et vous avez des économistes qui sont chargés de vendre la soupe en expliquant que si on augmente les salaires, ça se fait naturellement au détriment de l'emploi. Ils ont créé une commission d'experts qui rend un rapport avant chaque augmentation du salaire minimum annuel, où vous avez les économistes que je vous ai cités, hein. C'est présidé par le fameux Gilles Berset, qui à l'époque était un économiste strauss-kahnien très en vogue au Parti socialiste. Et bien, ces gens-là sont dans cette commission pour expliquer que les mécanismes d'indexation du SMIC sur les prix, c'est une très mauvaise chose parce que ça tue l'emploi non qualifié et que ça se diffuse ensuite dans les branches, parce que même si les minima de branche sont en dessous du SMIC, eh bien, ça contamine les hiérarchies parce que les hiérarchies finissent par être renégociées à la hausse et que tout ça est catastrophique. Et ces gens militent même, mais Matignon leur interdit de le mettre dans le rapport en tant que tel, donc ça figure dans une annexe où il est écrit « Certains d'entre nous suggérons de régionaliser le SMIC », en considérant qu'il y a des endroits où la productivité est moins forte qu'ailleurs et que là, il faut encore que ça évolue moins vite. Bon. Voilà, enfin, vous avez des choses comme ça, et vous avez les cours d'économie qui, dès la première année, expliquent aux étudiants que la productivité marginale est décroissante, que comme la productivité est décroissante, si on veut embaucher, il faut que les salaires puissent baisser, etc. etc. Voilà. Donc voilà, donc vous comprenez pourquoi, chez la plupart des économistes,
il y a cette idée que c'est une mauvaise chose d'augmenter les salaires. Et alors c'est paradoxal parce que beaucoup d'entre eux se gargarisent sur l'innovation. C'est très drôle. Des gens comme Tirole, comme Aguillon, n'arrêtent pas de parler d'innovation, de la recherche, les secteurs porteurs, le numérique et tout. Ce sont des secteurs où les rendements sont croissants, où vous avez des économies d'échelle, c'est-à-dire que pour des coûts donnés, plus vous produisez, plus les coûts se réduisent et plus les profits sont importants. Et ces gens-là continuent à expliquer qu'il faut baisser les charges sociales, etc., que le CICE, c'est le truc à faire pour que les entreprises dégagent des marges pour investir. Sauf que, comme vous le savez, les entreprises n'investissent pas. Elles n'investissent pas, elles versent des dividendes. Là, on a encore battu un record dans les entreprises du CAC 40. Je vais couper parce que vous allez... Comme c'est enregistré, ça ne va pas le faire. Oui, comme vous le savez, les entreprises du CAC 40, le record a été atteint puisque en 2021, ils ont versé quelque chose comme 138 milliards de dividendes. Bon, voilà, donc vous avez... ça, c'est côté mainstream. Alors, je vais maintenant vous parler des économistes hétérodoxes. Parce qu'il y a quand même, notamment en France, une bonne moitié d'économistes, si ce n'est plus, parce que les tenants de la profession ne sont pas forcément la majorité de la profession, qui pensent que la norme de partage salaire-profit actuelle n'est pas bonne. Que si on maintient cette norme de partage salaire-profit, non seulement c'est explosif socialement, parce que ça nourrit la montée des inégalités, mais c'est également contre-productif sur le plan économique. Parce que ça tue la croissance, tout simplement. Alors pourquoi? Alors, ces économistes s'appuient généralement sur les modèles post-keynésiens, qui sont très peu connus par le grand public, mais qui sont actuellement très en vogue chez les économistes hétérodoxes, qui ont redécouvert ces modèles au cours de ces 10 dernières années, qui sont des modèles d'inspiration marxiste et keynésien. C'est des modèles qui, pour aller vite, reprennent la fameuse équation de prix de production Ricardo Marx. Le prix de production, c'est les coûts de production plus le profit qui est tiré de la plus-value extorquée aux travailleurs, qui considère que l'économie fonctionne dans un univers de concurrence imparfaite, avec des rapports de force entre les syndicats et les entreprises, que les entreprises sont en position de concurrence monopolistique, de telle sorte qu'elles sont en mesure d'influencer le niveau des prix, pour préserver leurs marges notamment, elles ont un pouvoir de monopole sur les marchés, et que la fonction de production des entreprises, c'est pas celle que racontent aux étudiants les modèles néoclassiques avec une productivité marginale décroissante, mais c'est une fonction de production dite à facteur complémentaire, c'est-à-dire celle qui correspond au travail posté dans l'entreprise, où vous avez un poste de travail, un travailleur, un poste de travail, un travailleur, un poste de travailleur, un poste de travail, Charlie Chaplin qui sert les boulons dans les temps modernes. Pour que les gens comprennent, c'est ça. Et donc si vous mettez 3 charlots sur ces 3 postes de travail, ils ont la même productivité. Puisque c'est la même machine, ils sont sous le joug du même chronomètre pendant la journée de travail, donc la productivité marginale, elle n'est pas décroissante quand vous mettez un travailleur en plus sur un nouveau poste de travail. Donc là, on a un emploi qui ne dépend pas directement des salaires, puisque y a une productivité marginale qui est constante, et puis même on pourrait introduire des modèles à rendement croissant où vous n'avez pas de lien entre les salaires et l'emploi. Et dans ce cas-là, l'emploi dépend de toute autre chose. Il dépend de toute autre chose. Et il dépend en particulier du partage salaire-profit. Partage salaire-profit parce qu'on va considérer dans cette représentation beaucoup plus réaliste du monde qu'il y a des classes sociales.
que ces classes sociales ont notamment un comportement vis-à-vis de l'utilisation du revenu qui est différent. On a des travailleurs qui sont trop pauvres pour épargner. Donc, un smicard n'a pas de quoi épargner, le 10 du mois, il est dans le rouge. Mais bon, si on suppose qu'il arrive quand même à joindre les deux bouts, sa propension à consommer est égale à 1. Il consomme 100% de son revenu. Bon, s'il est endetté, il consomme 120% du revenu. Bon, là, dans l'hypothèse d'école, on va considérer qu'il consomme 100% de son revenu. Propension à consommer son revenu égale à 1. Par contre, si vous prenez un actionnaire, quelqu'un qui appartient au club des premiers de cordée, les 0,01% de la population, qui gagne entre 100 et 1000 SMIC, et dont 75, voire 80-90% des revenus, c'est des dividendes. Bon. Quand vous êtes entre 100 et 1000 SMIC, vous ne consommez pas tout. Donc vous avez une proportion à consommer qui est plus faible. Bon, même si vous en consommez la moitié, mettons, vous consommez sur 1000 SMIC, 500 SMIC, bon, votre proportion à consommer dans ce cas est égale à 0,5. Et donc si on considère que la proportion à consommer est égale à 0,5, eh bien, on comprend facilement que si on déplace le partage salaire-profit en faveur des profits, puisque les profits servent des dividendes, vous avez une partie qui n'alimente pas la consommation, mais qui va alimenter l'épargne. Et pour cause, c'est ça qui alimente le marché action et qui fait monter le marché action, qui est d'autant plus attractif que les actions produisent des dividendes qui sont sans cesse en hausse. Et ces dividendes sont sans cesse en hausse parce que les entreprises réalisent toujours plus de profits sur le dos des travailleurs, puisque la norme de partage salaire-profit reste historiquement favorable au profit. Voilà, donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est socialement désastreux parce que la propension à épargner très forte des capitalistes dans le contexte actuel produit l'explosion des inégalités, puisqu'ils placent en actions qui rapportent de plus en plus de dividendes et du coup ils rachètent avec cet argent de nouvelles actions. Donc vous avez à la fois une augmentation des inégalités de revenus, puisque les dividendes croissent plus vite que les salaires, mais aussi de patrimoine, puisque avec l'autre moitié de l'argent qu'ils ne dépensent pas, ils acquièrent du patrimoine supplémentaire. Donc vous avez une explosion des inégalités de revenus et de patrimoine que met très bien en évidence Piketty, et qui va nous amener à la reconstitution d'une société de rentiers à la Balzac d'ici peu. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens dont le pouvoir d'achat se détériore. Mais ça ne se voit pas parce que dans les calculs de l'INSEE, c'est une moyenne qu'on prend. Déjà, on ne prend pas les revenus les plus élevés qui sont des revenus du patrimoine. On prend le salaire moyen de 1 400 €, et puis on le compare à un indice des prix, qui lui-même prête à controverse, puisqu'il y a des éléments qui, à l'intérieur, sont peut-être pas estimés comme il faut du point de vue de la pondération. Mais bref, si vous prenez les deux bouts de la chaîne, celui qui est au SMIC, il perd du pouvoir d'achat. Et celui qui est au-dessus, il en gagne. Donc, si vous prenez ne serait-ce que les salaires, les salaires des top managers et les salaires les plus bas, vous avez une moyenne qui ne reflète pas forcément l'évolution des salaires pour le plus grand nombre. Alors, le gros problème avec ce qui se passe actuellement, c'est que cette situation risque de s'aggraver, tant sur le plan social qu'économique. Alors, pourquoi ça risque de s'aggraver? Parce que si on prend les négociations annuelles obligatoires, les chiffres montrent que sur la première partie de l'année, en moyenne, les syndicats arrivent à obtenir 3% d'augmentation. Alors que l'inflation, le dernier chiffre qui vient encore d'être publié, en rythme annuel, au mois de mai, c'était 5,8%. Alors, il y a certaines branches comme la restauration, où la pénurie de main-d'œuvre est devenue criante, où ils obtiennent du 5, et même un peu plus. Dans la restauration, ils ont obtenu plus que 5. Mais en moyenne, c'est plutôt du 3. Si bien que
dans le contexte actuel, il n'y a pas de boucle prix-salaire. Alors, tous les économistes disent il ne faut surtout pas qu'elle se reproduise. Mais il n'y a pas. Il n'y en a pas. Si les salaires augmentent de 3, les salaires nominaux augmentent de 3 et les prix de presque 6, bah, vous voyez que le salaire réel, il baisse de 3%. Et ce qu'on va avoir, parce que les gains de productivité, ils augmentent grosso modo de 0,5% par an en ce moment, bah, vous avez des salaires réels, des salaires nominaux, pardon, qui augmentent de 3%, alors que l'inflation, c'est 5,8, plus les gains de productivité, c'est 0,5, ça fait 6,3. Donc ça veut dire que vous avez une déformation dans ce cas du partage de la valeur ajoutée, 6,3 moins 3, vous avez 3,3% de part du gâteau qui va encore se déplacer en faveur des profits. Et vous allez voir que le chiffre du taux de marge de 2022, il va encore croître. Alors, évidemment, si vous pensez que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain, ce qu'expliquent nos économistes du mainstream, ben vous êtes content. Et vous dites, ah, faut surtout pas que la boucle prix-salaire se reforme. Donc, faut surtout pas indexer les salaires sur les prix. Au contraire, c'est même très bien que les salaires réels baissent, puisque le taux de chômage d'équilibre, dans ce cas-là, va baisser. Mais ils le croient sincèrement. Hein, ils pensent sincèrement. Enfin, sincèrement. Ou cyniquement. Oui. Enfin, les économistes sont souvent des idiots utiles, hein, parce qu'ils ne sont pas très bien payés quand même. Hein, à côté des gens de l'inspection des finances qui pantouflent, hein, vous prenez un professeur d'université qui vend la soupe mainstream, il est beaucoup moins bien payé, je vous rassure. Bon. Mais dans leur schéma théorique, c'est bon pour baisser le taux de chômage naturel. Bon. Alors, pour un post-keynésien, c'est catastrophique, au contraire. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que si vous baissez la part des salaires, eh bien, ça va réduire la part du revenu national qui est consacrée à la consommation. Donc, ça engendre un effet multiplicateur à l'envers dans l'économie. Ça s'appelle un effet récessif. Donc, vous avez le PIB qui, au lieu de croître, croît moins vite, voire décroît dans certaines circonstances. Et si le PIB décroît, bah, ça produit à long terme ce qu'on appelle un effet accélérateur à l'envers. L'effet accélérateur à l'envers, c'est un effet décélérateur sur l'investissement. C'est le fait que les entreprises qui n'anticipent pas une demande structurellement plus importante à long terme vont déclasser du capital, c'est-à-dire elles vont détruire des machines, tout simplement. Dans mon exemple, là, au lieu d'avoir 4 machines, il n'y en aura plus que 3. Parce que la 4e machine, vous avez un travailleur qui ne sert à rien dessus, bah, c'est des coûts fixes qui ne servent à rien. Donc, on va la déclasser, c'est-à-dire soit on va la vendre, soit on va la détruire. Quoi. Bon. Soit on va les produire à l'étranger, parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, il y a un effet décélérateur sur l'investissement qui n'est pas dû au fait qu'il y a trop de salaires, mais qui est dû au fait, très précisément, que l'insuffisance de demande pousse les entreprises à ne pas investir, voire à détruire du capital. Hein, c'est ça qui se passe sur le long terme et qui explique en grande partie que l'investissement soit structurellement faible en France, alors qu'on a réduit le coût du travail au cours de ces 40 dernières années et qu'on aurait dû avoir, puisque les profits ont gonflé, des taux d'investissement qui explosent. Or, ça n'a pas été le cas et toutes les études montrent que le CICE, ça n'a pas marché, quoi. Bon. Voilà, donc sur le plan macroéconomique, c'est une catastrophe. Alors, ces post-keynésiens-là admettent que quand même qu'on ait des éléments de crédibilité, parce qu'on va dire vos modèles, c'est des modèles de gauche. Bon, oui, c'est des modèles de gauche, mais nous admettons que la baisse du taux de marge dans les années 70 ait pu s'avérer nocive. Sauf qu'à l'époque, la part des profits qui était consacrée au versement de dividendes n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Pour les 30 Glorieuses, c'était 30%. Les profits qui étaient consacrés à l'investissement, aux dividendes.
Et le reste, ça finançait un petit peu l'investissement quand même. Hein. Bon. Et puis, la logique des entreprises managériales dans les pays à capitalisme privé et la logique des managers publics dans le capitalisme d'État français, c'était une logique où on ne se souciait pas forcément du profit qui allait être réalisé pour investir. On avait d'autres objectifs en matière de croissance industrielle. C'est pour ça que le profit pouvait, à cette époque, être considéré comme un élément nécessaire à l'investissement. Mais les choses ont changé depuis. Le profit, ça ne sert pas du tout à l'investissement, ça sert avant tout à verser des dividendes. Bon, et donc, dans ces conditions, bah, c'est catastrophique que le partage du gâteau continue à se déplacer en défaveur des salaires, pour les raisons que je viens d'indiquer. Donc c'est explosif socialement et puis économiquement. Là, ça va conduire, si on s'en tient au raisonnement purement macroéconomique, à une situation où la croissance va être structurellement molle. Avec, si vous produisez moins, bah, vous allez embaucher moins de travailleurs. Hein, et donc, vous avez un chômage qui va repartir. Et s'il avait baissé au cours des années de reprise, parce qu'on a fait le plan de relance avec le quoi qu'il en coûte, là, c'est reparti à la hausse avec la situation actuelle. Alors, le vrai débat, c'est est-ce que cette situation, et je vais terminer là-dessus, est-ce que cette situation va durer ou pas? Situation où les prix augmentent parce que nous avons aujourd'hui un choc énergétique comparable au choc des années 70, mais dans une situation où il n'y a pas de choc salarial, sauf aux États-Unis. Donc si je reviens en Europe, il n'y a pas de choc salarial, on est loin du plein emploi, et la situation des syndicats n'est pas propice à obtenir de fortes augmentations de salaire. Alors ça va peut-être changer, hein, mais pour le moment, les chiffres indiquent que le rapport de force ne leur est pas favorable. Alors, l'hypothèse de la Banque centrale, c'est que ça ne va pas durer, que c'est bien qu'il n'y ait pas de boucle prix-salaire, que ça ne va pas durer parce que si Poutine se calme et si la guerre s'arrête, si les Chinois se remettent à reproduire, bah, tout ça termine. Tout ça est terminé. Hein, l'hypothèse qu'ils font, c'est il y a de l'inflation parce que c'est une inflation en grande partie importée. Prenez la note de la Banque de France qui a été publiée cette semaine. L'estimation, c'est que sur les 5,8% d'inflation, vous avez 2% d'inflation hors énergie et alimentation. Et le reste, c'est dû au choc matières premières. Quoi. Et donc, si ça reprend en Chine, si il n'y a plus de guerre, c'est retour à la normale. Et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale pensait que, après les plans de relance de sortie de Covid, on pourrait les lever progressivement. Et c'est pour ça qu'ils avaient déjà annoncé le relèvement des taux d'intérêt et la fin du fameux quantitative easing qui a consisté à acheter les titres publics déjà émis pour permettre aux États de s'endetter à bas coût. Bon. Mais vous avez d'autres économistes qui pensent que ça va durer. Et que là, il va falloir prendre des mesures structurellement plus fortes. Pourquoi ça peut durer? Alors, ça peut durer parce que le choc énergétique, quoi qu'on en dise, il peut perdurer, surtout dans un contexte de transition écologique où tous les pays sont en train de mettre sur pied des programmes de sortie des énergies fossiles. Donc, pendant la période de transition, les énergies fossiles, ça va exploser. Et ceux qui roulent au gasoil dans la France périphérique ne vont pas acheter des voitures électriques tout de suite. Donc, il y aura un effet. Et d'ici que se mette en place soit le renouvelable, soit qu'on remette en état les centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas, parce que
on les a mal conçus et qu'on n'a même plus de quoi les maintenir. Bon, donc il peut y avoir un problème de maintien d'un choc énergétique dans un contexte de transition écologique où de toute façon le prix des énergies traditionnelles est amené à augmenter. Voilà. Ensuite, les chaînes de valeur sont en train de se reconstituer. C'est-à-dire que les pays occidentaux sont en train de se rendre compte que dépendre de la Chine, de l'Asie en général, de la Russie sur certaines matières premières, le titane, certains produits agricoles, etc., c'est pas bon. Et donc, la mode, c'est la relocalisation et la mise en place des filières courtes. Et donc, forcément, le temps que tout ça se réorganise, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, elles ne sont pas en place. Et donc, forcément, il y aura des goulots d'étranglement et des hausses de prix. Donc, et là j'en viens à ma conclusion, sur le plan politique, il y a deux choses à proposer dans ce cas-là. Premièrement, c'est de modifier le partage du gâteau. Rétablir la part des salaires dans la valeur ajoutée. Bon, pour ça, naturellement, il faut au moins indexer les salaires sur les coûts. Alors, pas seulement, parce que si vous indexez les salaires sur les prix dans un contexte où le taux de marge est historiquement élevé, ça ne gêne pas fondamentalement les actionnaire, puisque déjà ils ont plus qu'avant. Et ça s'est encore creusé ces dernières années. Donc, si on veut vraiment rétablir la part des salaires autour d'une norme 70-30, par exemple, il va falloir que tout le monde soit d'accord. Le mieux, c'est ça. C'est de mettre tout le monde autour d'une table, en disant, bon, 35 de taux de marge, 65, c'est 35-65, le partage du gâteau aujourd'hui. C'est un petit peu disproportionné. On pourrait peut-être revenir vers 70-30. Donc, comment on fait? Et une fois qu'on s'entend sur 70-30, comment on fait pour maintenir la norme de 70-30? Alors, dans un des articles, j'avais indiqué comment les pays nordiques s'y étaient pris dans les années 70 et comment ils avaient absorbé les chocs salariaux et énergétiques beaucoup mieux que les pays du cœur et du sud de l'Europe. Justement, ils ont mis tout le monde autour d'une table, et pour ça, ils ont des syndicats. À l'époque, ils avaient des syndicats plus centralisés. En Suède et au Danemark, ils ont des syndicats centralisés qui contrôlent leur base et qui négocient en bonne intelligence avec un patronat qui, à l'époque, acceptait de discuter et avait des intérêts à accepter un compromis avec l'État lui-même qui demandait à la Banque centrale d'avoir un cours de la monnaie sous-évalué pour favoriser le secteur exportateur, puisque c'est des petits pays ouverts sur l'extérieur, Danemark et la Suède, et qui sont dépendants donc du cours de leur monnaie et des marchés extérieurs. Bon, donc ils sont mis autour de la table, ils sont mis d'accord sur OK, une norme partage du gâteau, et on s'y tient. Et comment on fait pour s'y tenir? Eh bien, on va indexer les salaires sur les gains de productivité et sur l'inflation. Point. Pas plus. Et là, ça garantit le maintien du partage salaire proche, avec une petite inflation dans le secteur des services, mais bon, qui est résiduelle. Donc, ceux qui pensent qu'il faille organiser une conférence salariale devraient avoir ça en tête. Vous entendez de part et d'autre, dans les arguments électoraux, oui, il faut une conférence salariale. Une conférence salariale, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Une conférence salariale, la dernière qui s'est tenue, c'est à Grenelle. Rue de Grenelle, au ministère du Travail, en 68. Justement, on avait réuni tout le monde autour de la table après 68, et où la CGT a accepté le compromis. La CGT, qui d'ailleurs avait été à l'époque critiquée par certaines voix à l'extrême gauche, considérait que c'était un bon compromis, qu'ils avaient augmenté, qu'ils avaient réussi
a augmenté les salaires de 30 à 40%, qu'ils avaient obtenu une semaine de congés payés supplémentaires, la réduction du temps de travail, etc. etc. Donc c'est ça un Grenelle, c'est comment faire en sorte que, sur le plan de la négociation interprofessionnelle, toutes les branches s'entendent pour que les salaires augmentent d'un certain taux, et que toutes les branches renégocient les hiérarchies. Parce que le SMIC, si on joue que sur le SMIC, parce qu'on parle beaucoup du SMIC, mais le SMIC c'est 15% des salariés. Alors après, c'est un effet en cascade, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le vrai sujet, c'est la négociation dans les branches, et pour tous les salariés. Donc c'est ça qu'il faut porter. Il faut mettre au centre une conférence salariale avec obligation de conclure. L'État peut imposer ça, avec obligation de conclure, et où patronat et syndicats s'entendent sur la négociation sur les hiérarchies et sur une norme de partage du gâteau sur laquelle on s'entend. Faute de quoi, ça risque d'être socialement explosif et macroéconomiquement peu vertueux. La deuxième chose à faire, si on pense qu'il faut arrêter d'être dépendant de la Chine, de la Russie, et d'aller se procurer des matières premières, des marchandises à l'autre bout du monde parce que écologiquement c'est pas tenable, il faut relocaliser. Et donc, dans ce cas-là, ça se planifie. Alors là, c'est toujours pareil. La planification, c'est un grand mot. Certains en ont fait leur cheval de bataille électoral. Sauf que quand on passe aux travaux pratiques et qu'on lit leur brochure, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bon. Donc, il faut savoir ce qu'on planifie. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait revenir en France du point de vue de l'industrie qui a été délocalisée? Qu'est-ce qu'on remet dans le giron du secteur public, des entreprises nationalisées, s'agissant des entreprises stratégiques, notamment dans le domaine des transports et de l'énergie. Parce qu'on ne fera pas la transition économique seulement avec la culpabilisation des gens pour qu'ils changent leur comportement. Il va falloir modifier le cœur de l'économie. Et donc ça, c'est les gros investissements. C'est le secteur des transports, de l'énergie. Donc, quelles entreprises on renationalise et quels objectifs on leur fixe. Et comment on les met en synergie avec le tissu des PME dans les bassins d'emploi nationaux comme on faisait avant. Et ça, on sait faire en France. Malheureusement, cette réflexion n'a pas lieu. Vous avez beau lire le programme de la France Insoumise, par exemple, il n'y a rien sur les nationalisations. Quelles entreprises on nationalise? Comment on fait? Combien ça coûte? Est-ce qu'on fait comme en 81 en transformant les actions en obligations? Ça ne coûte rien. Est-ce qu'on indemnise? Est-ce qu'on crée un fonds spécial, un fonds d'investissement stratégique, etc. etc. Comment on branche ça avec le Trésor? Bon, personne ne réfléchit là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse sérieusement. Et d'un point de vue énergétique, il est vraisemblable qu'à court terme, si on veuille réindustrialiser vraiment le pays, la sortie du nucléaire, elle ne peut être que graduelle. Là, il faut vraiment l'organiser de telle sorte que le renouvelable puisse prendre progressivement le relais. Mais dire arrêter le nucléaire tout de suite, c'est pas possible dans ce cas-là. Si on veut relocaliser et qu'on veut faire ça sérieusement. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut, dans ce cas, repenser la politique industrielle. Et considérer que la politique industrielle, c'est pas un gros mot, et que le plan, ça ne peut pas être une agence de conseil qui s'appelle France Stratégie, où vous avez un commissaire au plan qui s'appelle François Bayrou, qui sert à rien. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'on remet un plan indicatif, comme ça existait auparavant, qu'on le met sous la responsabilité du Premier ministre et qu'on réorganise les relais nécessaires sur le territoire. Mais ça suppose de repenser également l'organisation territoriale
et d'arrêter de penser que les régions et les métropoles, ça va suffire à définir des pôles de compétitivité qui émergeraient spontanément, alors qu'on sait très bien que les entreprises ne s'engagent pas dans les investissements de long terme quand c'est pas rentable. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser. Hein. C'est pas seulement la question du partage du gâteau, c'est aussi la question des... On appelait ça des droits de propriété auparavant sur les grandes industries stratégiques où il faille que la puissance publique remette la main au nom de l'intérêt général. Hein, parce que il y a des secteurs stratégiques où on ne peut pas seulement s'en remettre au spontanéisme soit des acteurs de l'économie sociale, soit de la responsabilité sociale des entreprises, parce que les investissements sont beaucoup trop lourds et que seule la puissance publique peut les assurer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille que l'État s'occupe de tout, mais au moins qu'il donne l'impulsion dans les secteurs clés qui sont nécessaires pour organiser les relocalisations. Donc voilà, deux jambes, le partage des revenus et la politique industrielle. J'invite le décideur à y réfléchir.